Donc, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin pour cette webconférence. Tessie, je vais démarrer par me présenter. Je suis Romain Leformal, responsable marketing des offres de GED, de SAE et de Case Management chez Tessie France, que j'ai rejoint maintenant il y a plus de 2 ans. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer cette webconférence ce matin. Comme vous en avez sans doute l'habitude, chez nous ou dans d'autres occasions, on vous invite à bien couper vos micros, à intervenir dans la mesure du possible via le chat, et puis on se laissera évidemment quelques instants en fin de session pour prendre des questions, des observations, des remarques à l'oral. Voilà. Bien, ce matin, on va parler ensemble d'automatisation, de case management, de gestion des processus métiers et la manière dont aujourd'hui on peut venir optimiser, fluidifier et accélérer d'ailleurs la gestion, l'instruction des dossiers clients, que ça soit dans un domaine bancaire, assurantiel, mutuel, immobilier, ou même dans le secteur public. Aujourd'hui, la gestion d'un dossier client et la manière dont on va instruire, vérifier la complétude de ce dossier et l'orchestrer au sein d'une organisation, c'est finalement un enjeu clé et on le verra dans quelques éléments d'études que je vais vous présenter en quelques instants. C'est un enjeu clé pour beaucoup d'organisations, publiques comme privées, et un enjeu qui n'a pas encore été comblé, j'ai envie de dire, ou un besoin qui n'a pas encore été comblé, malgré que ce besoin ait été émis, identifié depuis maintenant quelques temps. Alors justement, quand on parle d'automatisation, de case management, aujourd'hui, on parle de quoi? Si on s'appuie un petit peu sur des études, sur des tendances de marché qui nous sont partagées ici par Marques en début d'année dernière, on voit que l'aspect automatisation, le fait finalement de remplacer des tâches qui étaient faites de manière manuelle par une logique de robotisation, d'automatisation, aujourd'hui est un acte de travail qui est cité dans 65% des cas par les personnes qui ont été interrogées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience et une volonté forte de maximiser le traitement des tâches manuelles dans une logique d'automatisation. C'est-à-dire faire en sorte de euh, perdre le moins de temps sur des tâches qui ne sont pas forcément des tâches à valeur ajoutée, qui sont des tâches de traitement, on va dire, un petit peu de niveau 1, par finalement la technologie, qui, dans la plupart des cas d'ailleurs, fait le travail plus vite, mieux et avec moins d'erreurs. Parce que, on le sait aussi, la gestion d'une multitude de dossiers, de documents qui arrivent chez un opérateur et qui est traité par des grosses volumétries, ça peut aussi engendrer finalement des risques d'erreurs, de manipulation, de traitement de données. Et c'est là où la technologie apporte un plus, puisque finalement, elle traite aussi vite et même mieux des tâches, des actions de ce type-là. Donc la partie automatisation, c'est un enjeu important qui est encore identifié chez beaucoup d'organisations. Et à côté de l'automatisation, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il y a évidemment des enjeux de sécurisation et de pérennisation des documents et des données qui sont traités, que ce soit d'ailleurs par de l'humain ou que ce soit par de la technologie. Et on voit que dans une très grande majorité des cas, la notion de sécurité de la donnée, de pérennisation de la donnée et du document, de sa traçabilité, de sa confidentialité, surtout quand on va parler par exemple de données de santé, c'est des enjeux aussi qui sont ici remontés par Marques et cités dans 58% des cas. Donc la notion d'automatisation, elle ne peut pas être séparée de la notion de sécurisation et de traçabilité.
Le troisième point important, c'est que automatiser pour automatiser, c'est bien, mais l'objectif, c'est quand même de faire mieux et de simplifier. C'est pas parce qu'on confie à la technologie des actions ou des tâches qui sont, entre guillemets, à faible valeur ajoutée, que pour autant, il faut continuer de faire ou de mettre en place des processus ou des workflows qui sont lourds et qui sont fastidieux. La technologie, le case management doit vous aider aussi à simplifier vos processus et à mieux les orchestrer. Souvent, l'erreur qui est faite quand on euh, demande un petit peu à nos clients en phase projet comment ils s'organisent, souvent, cette erreur qui est faite, c'est de vouloir calquer les processus humains, ou en tout cas papier ou manuel, avec les processus technologiques. Or, la technologie apporte des choses différentes et permet aussi d'enlever des tâches ou d'enlever des actions qui sont manuellement fastidieuses et qui n'ont plus trop de sens lorsqu'on met en place des technologies ou des outils de gestion des processus de case management. Et donc, cette notion de simplification, si on va jusqu'au bout du sujet, hein, elle doit vous offrir une optimisation de vos processus et notamment ceux qui sont liés à la relation client. On voit hein, ici dans l'étude que je vous présente aujourd'hui que dans 55% des cas, l'objectif, c'est d'optimiser tous les processus, toutes les actions, tous les workflows qui sont liés à la relation avec votre client final. Parce que l'objectif au bout, c'est bien la satisfaction client et c'est bien de faire en sorte que le client puisse obtenir le plus rapidement possible l'information, son dossier, ou qu'il puisse contractualiser le plus rapidement possible avec vous. Et pour ça, ça veut dire que les tâches, les actions, les opérations qui sont faites en back-office doivent être faites aussi de manière le plus optimale possible dans cette logique, dans cette volonté d'optimisation de la relation client. Donc on voit, hein, quand on regarde un petit peu ces chiffres hein, clés que je vous donne ce matin, que la notion d'automatisation, la notion d'orchestration de vos processus, hein, c'est véritablement aujourd'hui pour les organisations un enjeu fort qui n'a pas encore été comblé, même si on regarde un petit peu l'historique de cette étude qui sort maintenant depuis quelques années, qu'on retrouve hein, toujours un petit peu les mêmes besoins. Alors, au départ, c'était véritablement d'optimiser. Hein, maintenant, c'est véritablement d'automatiser. Mais on voit qu'il y a des enjeux qui existent sur le marché maintenant depuis 2-3 ans. Alors, on a aussi été interrogé dans le cadre de cette étude des décideurs et on leur a demandé finalement aujourd'hui ces notions de digitalisation de vos processus, d'orchestration de vos processus et de vos workflows métiers. Si vous deviez y mettre un outil, si vous deviez y mettre une solution technologique, logicielle, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Eh bien, la première chose qui a été citée, c'est la gestion de contenu, le CM, c'est-à-dire les solutions principalement de GED, qui sont là pour vous aider à partager, à collaborer, à diffuser en interne des documents hein, qui sont classés hein, dans une logique d'indexation. Voilà, c'est le rôle principal d'une GED. L'objectif, c'est bien d'aider à harmoniser finalement l'ensemble des documents dans une solution commune. Et ça, ces solutions de GED, ont été citées dans 68% des cas par les personnes qui ont été interrogées. Ensuite, ils nous ont parlé de gestion de dossier. Et aujourd'hui, c'est plus uniquement le fait de dématérialiser des documents et de les mettre dans une solution de GED, mais c'est aussi de faciliter la diffusion de ce document dans le cadre d'une gestion de dossier, dans le cadre d'un case management. Et là, on voit que ces outils qui intègrent donc de l'automatisation, du contrôle et de la modélisation de workflow, on va y venir, hein, d'accord. Ce sont des solutions qui sont citées dans 66% des cas par les personnes qui ont été interrogées. Et puis enfin, on parlait tout à l'heure de sécurisation, on parlait de pérennisation, de traçabilité de la donnée et de confidentialité.
on voit aussi que autour de ces solutions de GED et de workflow viennent aussi s'ajouter des solutions d'archivage électronique, et notamment d'archivage électronique à valeur probatoire, pour permettre de donner une valeur à la donnée et aux documents qui sont conservés dans cette solution. Et là aussi, c'est important, quand on parle par exemple de signature de contrat, quand on parle de stockage, de conservation très longue durée de documents, de type documents juridiques ou documents RH et autres, on voit qu'on a besoin de solutions robustes, on a besoin de solutions qui sont orientées big data et des solutions qui garantissent hein, la valeur probatoire de l'ensemble des documents et des données qui sont conservés dans ces solutions. Donc finalement, ce triptyque de solutions GED, Case Management, archivage électronique, c'est finalement ces trois outils qui vont permettre d'aller au bout de la digitalisation des processus documentaires et métiers d'une organisation. D'accord. Si on s'intéresse un petit peu aussi au taux d'équipement, on voit que beaucoup d'organisations ont basculé vers de la GED. C'est un petit peu historique. Par contre, il y a encore un certain retard. Alors, ça dépend des secteurs d'activité, mais il y a encore un certain retard sur la partie plus workflow, plus processus, où voilà, on a mis en place des choses. Souvent, c'est des workflows qui sont inclus dans les ERP métiers, dans les outils de gestion métier, et qui ne sont pas forcément harmonisés à l'ensemble de l'organisation. Et donc, on se retrouve avec des organisations qui ont des logiques de processus, ou en tout cas une approche technologique de cette gestion de processus qui est très orientée par direction métier ou par service organisationnel, j'ai envie de dire, et pas forcément d'un point de vue transversal, ce qui parfois peut poser certains soucis quand il s'agit voilà, de mettre, j'ai envie de dire, de faire lier des processus qui sont dans des services différents. Donc, l'objectif aussi, en mettant en place des outils de case management ou un outil de case management qui est transversal à votre organisation, c'est que vous avez un pilotage 360 de l'ensemble de vos processus et de vos workflows, d'accord, quels que soient les outils que vous avez en face et quelle que soit finalement l'activité qui est gérée que vous gérez. Et on verra par quelques cas d'usage que finalement ça apporte une vraie plus-value dans aussi la cartographie de vos processus et donc dans leur optimisation. Une autre étude, ou en tout cas un autre enjeu que je voulais vous partager aussi ce matin, c'est ce que nous décrit le Gartner, qui fait foi hein, aujourd'hui aussi quand on parle de case management, d'outils de gestion des processus. Et finalement, le Gartner nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit jusqu'alors, ces outils étaient entre guillemets silotés, ou en tout cas, il y avait un outil qui correspondait à chaque cas d'usage. On avait un outil de GED pour gérer les courriers, on avait un outil de GED pour gérer les flux de factures, on avait... voilà. Et le Gartner nous dit que de plus en plus, il y a une volonté de plateformisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plateformisation? C'est finalement, et c'est ce que vous avez dans l'encadré à droite, hein, c'est que finalement, on n'est plus dans une volonté, dans une logique uniquement de stocker du contenu, d'accord, mais on est bien dans une logique de stocker au vu de l'utilisation de cette donnée. Et ça change beaucoup de choses dans la construction des outils qui sont faits aujourd'hui sur le marché et dans ce qui est demandé ou exprimé en termes de besoins. C'est qu'on a de plus en plus de DSI qui viennent nous voir en disant je veux désiloter entre guillemets mes systèmes, je veux avoir une logique transversale, c'est ce que j'expliquais à l'instant quand je vous donnais l'exemple de la gestion des processus transversaux. Et mon objectif, ce n'est pas uniquement de stocker parce que je suis obligé de stocker de manière dématérialisée ou de respecter telle et telle loi ou décret, mais mon objectif, c'est bien de stocker la donnée ou le document pour en faciliter l'usage interne ou externe. Et là aussi, c'est important parce que aujourd'hui, un client, il a besoin d'accéder à son document, à sa donnée, n'importe où, n'importe quand, quel que soit le device sur lequel il se connecte, téléphone, tablette, PC, etc. Et donc, du coup, cette donnée, elle doit être stockée de manière pérenne et sécurisée, on l'a vu,
mais aussi accessible facilement en interne et en externe. Et il y a un chiffre qui fait sens aussi, qui est que en moyenne, un collaborateur perd à peu près une journée de travail, 7 heures par semaine, à chercher une information sans jamais mettre la main dessus. Ça veut bien dire que la difficulté aujourd'hui d'un opérateur, d'un agent qui traite un dossier, c'est pas tant de le traiter en tant que tel en matière de processus, mais c'est bien d'avoir l'ensemble de la donnée au moment où on en a besoin. Voilà. Et ça, c'est lié souvent à un silotage de la donnée qui est diffuse entre votre CRM, votre outil de gestion, votre outil de facturation, etc. Avec des données qui sont souvent dédoublonnées, qui sont pas forcément matchées, Dupont écrit avec un D ou Dupont écrit avec un T, etc. Et donc, du coup, quand il faut faire matcher cette donnée-là et quand il faut aller la récupérer, eh ben, il y a aussi cette difficulté à récupérer la bonne donnée au bon moment où on en a besoin. Donc, c'est ce que nous décrit Gartner ici, c'est bien de dire, il ne s'agit plus maintenant de stocker pour stocker, mais il s'agit d'avoir une logique où la donnée ou le document est stocké dans une logique d'être diffusé, d'être utilisé. Et on verra comment ça se concrétise avec l'approche de Tessie. Alors justement, comment Tessie se positionne aujourd'hui sur ce marché-là? Vous le savez sans doute, et si vous ne connaissez pas, je vais le rappeler. Hein. Tessie, on est un acteur historique du traitement documentaire, papier, avec nos centres de numérisation documentaire et de traitement back-office. Mais on est aussi un acteur historique de la GD du workflow, notamment au travers de notre solution Tessie Docubase, qui équipe aujourd'hui plus de 250 clients sur le marché. Et on a toujours donné une importance à la collaboration avec nos clients dans une logique de co-construction, parce qu'on considère que même si on a une certaine expertise sur un marché ou sur une thématique donnée, les mieux placés pour connaître cette thématique, c'est le client. Et c'est ce qu'on a fait avec un client historique dans le domaine de l'assurance qui a frappé à notre porte un jour en disant je souhaite mettre en place une solution transversale de gestion de contenu. Donc, on a démarré ce projet-là en mettant en place notre solution Tessie Data Content, qui est notre solution de GED archivage électronique à valeur probatoire très orientée Big Data. D'accord. Il y a d'ailleurs un websem sur le sujet mardi prochain, donc si vous souhaitez vous y connecter, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour vous inscrire. Et donc cette solution Tessie Data Content, elle a été mise en place chez cet organisme d'assurance au départ pour pouvoir justement traiter l'ensemble des flux documentaires et de données qui circulent au sein de l'organisation. Mais très vite, ils se sont rendus compte que finalement, ils recevaient une volumétrie importante de documents, de données, qui leur parvenaient finalement de leurs différents métiers. Et ils se sont très vite interrogés sur la manière d'orchestrer l'ensemble des processus métiers qui étaient rattachés à ces documents. Finalement, la particularité d'un organisme d'assurance, c'est de traiter différents métiers, d'accord, l'IRD, l'assurance vie, l'assurance auto, etc. Et finalement, à chaque typologie d'activité correspond des processus métiers, des processus de traitement, voire même une organisation particulière. Et donc, il n'était pas concevable pour eux d'aller chercher un outil différent par typologie d'activité qu'ils traitaient. Ils voulaient, dans la mesure du possible, harmoniser l'ensemble de leurs processus tout en gardant la spécificité de chacun des métiers qu'ils traitaient. Et donc, on a construit avec eux une solution de gestion transversale de leur processus documentaire et métier, que l'on a commencé à déployer à partir de 2019 chez ce client-là. D'autres clients nous ont rejoints dans cette optique de co-construction. Et en 2020, on a effectivement lancé, on va dire,
officiellement cette nouvelle solution qui s'appelle donc Digital Place by Tessie, dont je vous parlais ce matin, d'accord, et qui s'inscrit véritablement comme un produit orienté ECM, Enterprise Content Management, dans lequel on va intégrer des logiques de case management, des logiques de modélisation des workflows, une logique d'automatisation de RPA, d'accord, et vous le verrez aussi, une logique très forte d'interopérabilité au travers d'API ou de bibliothèques applicatives qui vont vous permettre de connecter cette solution plateforme à l'ensemble de vos applicatifs métiers. L'objectif pour nous de cette plateforme Digital Place by Tessie, c'est d'aller encore plus loin en 2022 et d'intégrer des logiques d'IBPMS, des logiques de développement low-code, no-code. J'y reviendrai sur ces notions-là, hein, sans rentrer forcément dans la technique ce matin non plus. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin et de faire en sorte que vous soyez encore plus autonome dans la construction, dans le développement, dans le déploiement de vos interfaces, de vos IHM, de manière à ce que, lorsqu'on traite une demande d'assurance auto, ce n'est pas forcément la même logique et donc le même écran que si on traite une demande d'assurance vie ou d'assurance habitation, que sais-je. D'accord ? Et donc, jusqu'à l'interface, hein, la spécificité de traitement doit aussi être prise en compte. Et donc, on va vous permettre, de manière complètement autonome, de pouvoir construire aussi ses propres interfaces, mais je vais y revenir dans quelques instants. Cette plateforme Digital Place by Tessie, elle se structure autour d'une architecture basée sur notre moteur Tessie Data Content. Je rappelle que Tessie Data Content, c'est notre moteur d'archivage électronique qui est certifié NF461 dans le cadre de l'archivage électronique à valeur probatoire. Ses grandes caractéristiques, c'est sa très grosse scalabilité, capacité à pouvoir lancer le projet sur entre guillemets une volumétrie ou un périmètre modeste et très vite de monter en puissance, et donc capacité à gérer de la très grosse volumétrie de données. Et puis, c'est une solution qui, là aussi, va intégrer à la fois des fonctionnalités de gestion documentaire un peu classiques, et puis des fonctionnalités et des actions de traçabilité, de suivi, d'alerte très fortes, notamment lorsqu'on parle d'archivage électronique à valeur probatoire. Sur ce socle, sur ce moteur puissant Data Content, va venir se greffer finalement toutes les technologies que j'ai commencé à vous parler, ou en tout cas toutes les fonctionnalités dont j'ai commencé à évoquer ce matin, je vais y arriver. Je parlais de modélisation de workflow, modélisation de processus, capacité à pouvoir cartographier finalement vos processus et à les modéliser, à les décrire et à rentrer dans chaque action et la manière dont cette action va se dérouler. D'accord ? Modéliser en vue de pouvoir automatiser les tâches qui peuvent être automatisées au sein de ce processus donné. D'accord ? Comment est-ce que je peux optimiser ce processus ? Est-ce qu'il y a des tâches que je peux potentiellement enlever ? Est-ce qu'il y a des tâches qui n'ont pas forcément de sens et qui doivent être revues ? D'accord ? Donc là aussi, c'est au travers de cet outil qu'on va pouvoir vous aider à optimiser vos processus. Et puis, je parlais d'interopérabilité tout à l'heure, et on le verra, cette capacité à pouvoir s'intégrer à votre système d'information grâce à nos différentes API pour pouvoir vous connecter à vos outils de CRM, à vos outils de gestion, etc. Autour de ce socle de gestion documentaire et de case management, on va pouvoir venir activer des services complémentaires à la demande, qui peuvent être des services Tessie ou qui peuvent être des services que vous avez déjà à votre disposition. Je pense par exemple à la signature électronique. Vous avez besoin, dans le cadre de vos processus, de faire signer un document contractuel, par exemple l'ouverture ou la contractualisation d'un contrat d'assurance, par exemple. Vous avez besoin d'un outil de signature électronique, on va pouvoir greffer notre outil de signature électronique. Vous avez besoin, dans le cadre, par exemple, de la résiliation de contrat d'assurance, d'envoyer une résiliation en lettre recommandée électronique. Vous pouvez le faire au travers de cet outil et on va venir greffer notre solution de lettre recommandée électronique.
Vous avez besoin, par exemple, de numériser l'ensemble des documents ou des courriers entrants, des demandes qui vous sont formulées, que ça soit du courrier, que ce soit du mail, que ça soit un formulaire web. On va vous aider à capter l'ensemble de ces données, d'accord, à les numériser au besoin si c'est du document papier au travers de nos différents centres de production et à les injecter dans la solution. Donc, ce sont vraiment des services ou des technologies, des solutions qui vont venir se greffer autour de ce socle, d'accord, dans une logique, hein, vous l'avez compris, d'harmonisation, de traçabilité et de pilotage 360 de l'ensemble de vos processus. Aujourd'hui, pour vous donner encore un autre exemple, je parlais de signature électronique. Souvent, on a un outil de signature électronique pour signer le contrat. On va avoir potentiellement déployer un autre outil de signature électronique pour un autre type de processus parce que les choses se sont faites en parallèle, parce qu'on est même potentiellement sur des filiales différentes, etc. Là, l'objectif, hein, c'est que vous n'ayez qu'un seul outil qui soit harmonisé avec l'ensemble de vos métiers, l'ensemble de vos filiales, hein, que vous évitiez aussi d'avoir plusieurs outils pour faire la même chose. Pareil au niveau de la JET, par exemple, hein, on va mettre tout l'ensemble des documents et des données dans ce système-là, de manière à ce que voilà, toutes vos données et tous vos documents soient centralisés, soient harmonisés et soient disponibles au travers d'un seul et même outil. Et le dernier point important aussi de notre offre, c'est évidemment notre hébergement de confiance qui s'appuie sur nos infrastructures certifiées ISO 27001, ces mêmes infrastructures qui sont capables de stocker des documents et des données de santé, puisque nous sommes hébergeurs de données de santé. Et puis, je parlais d'archivage électronique, puisque ce sont cette même infrastructure qui est certifiée NF 461 dans le cadre de l'archivage à valeur probatoire. Voilà pour la description de cette offre Digital Place. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur ce qui compose cette offre-là, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacune des deux slides qui arrivent, mais pour que vous ayez en résumé les éléments en tête. On a donc dans cette offre Digital Place by TC un socle qui est orienté gestion de contenu, d'accord, un véritable hub de données, il faut vraiment le voir comme ça, une sorte d'aiguillage de l'ensemble des flux qui parviennent, qui circulent et qui sortent de votre organisation. D'accord. Je parlais d'architecture orientée Big Data, je parlais de capacité d'indexation de vos documents, on a parlé de plan de classement, on a parlé de recherche documentaire full text, etc., qui sont des fonctionnalités classiques de GED, mais qu'on retrouve ici de manière, j'ai envie de dire, un peu plus haute volumétrie que ce qu'on pourrait retrouver sur des GED un petit peu plus classiques. D'accord. Et puis, évidemment, cette notion d'archivage électronique à valeur probatoire avec les certifications NF 461 que l'on retrouve dans ce module. Et l'autre partie, l'autre composant de cette offre, c'est donc la partie gestion de processus, la partie case management. J'ai évoqué, je m'arrête quelques secondes sur la partie low-code, no-code, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Low-code, no-code, c'est la capacité à vous laisser la main, vous, clients, d'accord, dans le développement, alors avec des guillemets hein, quand on parle de développement, mais le développement d'interfaces utilisateurs. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la mise à disposition d'un environnement très user-friendly, très intuitif. D'accord. L'idée, ce n'est pas de faire du code, hein, ce n'est pas du tout l'idée. C'est pour ça qu'on parle de technologie low-code, no-code. Mais c'est bien de vous aider à, j'ai envie de dire, placer, ou en tout cas, placer les différents espaces qui composent votre interface web. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Dans un cas de figure, vous souhaitez que le nom du client ou du prospect qui vient de faire sa demande apparaisse en gros, en haut, qui est pourquoi pas la photo du client si vous l'avez, qui est le numéro client qui apparaisse bien, et potentiellement même qu'il y ait une information qui apparaisse. Par exemple, c'est un client et on veut voir si c'est un bon payeur, par exemple, n'importe quoi. D'accord. Et vous pourriez très bien avoir un pourcentage, vous pourriez avoir une indication de fidélité ou de paiement de ce client. Dans d'autres cas de figure, ce n'est pas du tout l'objectif. L'autre cas de figure, le traitement du dossier, vous souhaitez plutôt avoir la demande en premier, hein, l'indication de la demande. D'accord. Qu'est-ce que ce client souhaite?
D'accord. Et ben en fait, ce sont juste des blocs qu'on va venir ajuster, qu'on va venir positionner, et évidemment, on vous aide là-dessus. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de dire que dans certains cas de figure, l'interface, ou en tout cas oui, l'interface web sur laquelle vous travaillez va ressembler, euh, va avoir une configuration particulière, et dans d'autres cas de figure, pour d'autres métiers, pour d'autres types d'acteurs chez vous, hein, aussi, pour des gens qui sont peut-être un peu moins familiarisés à la technologie, par exemple, et bien vous souhaitez avoir une interface encore plus intuitive, qui soit le moins contraignant dans le traitement. Donc, il y a vraiment une démarche d'optimisation aussi des interfaces pour vous aider dans le traitement de ces dossiers clients. D'accord. Alors comme ça, dit comme ça, à 11h30 du matin sur un website, ça peut paraître un peu flou, voire même faire peur. Le principe de low-code, no-code, c'est véritablement la capacité à facilement pouvoir construire des interfaces à la demande. C'est souvent à la main de vos équipes techniques, hein, quand même, parce que voilà, il y a quand même un petit peu d'approche technique, ou du moins, oui, un petit peu de savoir-faire technique quand même à avoir. Mais c'est très simple, on ne parle pas de tout développement, on parle juste voilà, d'organisation ou de réorganisation d'écran en vue de créer des interfaces de traitement qui soient les plus intuitives et les plus proches de la façon de travailler de vos métiers en fonction des activités qu'ils traitent. C'est le principe du low-code, no-code. C'est ce que je mets sur le bullet point numéro 2 en dessous le code no-code, un studio de conception de parcours et d'interface. C'est véritablement ça. J'ai parlé d'interface, mais on pourrait parler aussi des parcours, hein. La grosse force de l'outil, c'est cette capacité à modéliser des processus. Alors, soit en se basant sur des modèles type BPMN, CMMN, etc. D'accord. Mais souvent, ces modèles, leur point faible, c'est en tout cas pardon, leur petit biais, c'est que ça permet de modéliser des processus qui sont connus, ou des processus dont on connaît du moins l'ensemble du parcours. Sauf que dans beaucoup de cas, c'est pour ça qu'on parle aussi d'intelligence artificielle, hein, c'est qu'il peut y avoir des parcours qui se déroutent parce qu'on est sur un cas spécifique, on est sur un cas client qui ne correspond pas à 100% du parcours qu'on a décrit. Et là aussi, la technologie peut être utile pour pouvoir aiguiller correctement ces demandes qui ne correspondent pas forcément à un parcours qui a été modélisé. Donc, c'est cette approche low-code, no-code qui est intéressante à avoir en tête pour les raisons que je vous ai données. Pour le reste, on va retrouver des choses qui sont connues, que j'ai évoquées tout à l'heure, hein. L'automatisation. On a notre solution de RPA que l'on peut vous mettre à disposition. Certains d'entre vous ont déjà leur outil de robotisation, de RPA. Dans ce cas-là, pas de souci, on travaille aussi avec des acteurs du marché que l'on peut venir intégrer à la plateforme. Voilà pour cette partie gestion de processus. Quelques mots aussi sur l'atout de cette plateforme en matière de métier, ou en tout cas de cible de population chez vous. Vous l'avez compris que cette solution, elle ne s'adresse pas uniquement à une population de DSI qui va rechercher de la sécurité, qui va rechercher une certaine gouvernance de l'ensemble des flux, un pilotage transversal et 360 de l'ensemble des documents et des données qui peuvent transiter. Cette solution, elle a vraiment pour vocation de vous aider à aller jusqu'au bout de vos projets de digitalisation de vos métiers. D'accord. C'est-à-dire que l'objectif, il est bien d'accompagner vos agents, vos opérateurs, vos équipes métiers dans la digitalisation de leur métier. C'est la raison pour laquelle je parlais, j'ai insisté un instant sur la partie low-code, no-code, parce que
on se retrouve dans des situations où, ou dans des cas de figure du moins, où des outils ont du mal à être appréhendés par les équipes métiers, parce que les interfaces, parce que l'accès, etc., est pas forcément adapté ou adaptable au contexte de l'opérateur. Là, c'est bien l'objectif, c'est de se dire que, pardon, on peut aller développer des interfaces quasi sur mesure en fonction des opérateurs ou en tout cas en fonction des équipes opérationnelles qui vont traiter les documents. Et donc, c'est vraiment l'objectif d'être le plus efficace possible en proposant des interfaces qui sont allégées en fonction des traitements qu'il y a à réaliser et allégées, j'entends, optimisées. Hein. Donc, c'est vraiment cet objectif de se dire que vos métiers doivent adhérer à cette transformation digitale qui peut s'opérer ou qui s'opère ou qui va s'opérer dans vos organisations. Et ça doit passer par une conduite du changement importante, c'est vrai. Et la conduite du changement, elle passe d'abord par l'adoption de l'outil. Et c'est important pour nous, chez Tessie, de vous aider à faire monter vos équipes en compétences et à montrer que la technologie est au service de son métier et surtout au service d'un traitement quotidien optimisé des actions que cet opérateur a réalisées. Donc, on est sur un outil qui se déploie au sein de vos équipes métiers opérationnelles, mais qui se déploie aussi auprès de vos clients. Parce qu'on est capable de déployer des interfaces web d'extranet, par exemple, pour que vos clients, vos locataires, vos usagers puissent venir déposer des documents, par exemple. Je vais donner un cas d'usage que l'on rencontre chez un de nos clients. C'est un, acteur du logement qui souhaite récupérer l'ensemble des documents d'assurance de ses locataires. Donc il demande en fait à ses locataires de venir déposer en ligne de manière régulière ou tous les ans, etc., des documents justificatifs d'assurance. D'accord. Et donc, il souhaite mettre en place un portail de dépôt de ces documents d'assurance. Et en complément, il nous demande également d'aller, dans le cas où le client ne pourrait pas ou ne saurait pas déposer son document en ligne et sur autorisation du locataire, d'aller récupérer directement dans la base de la compagnie d'assurance le document en question. D'accord. Donc on est tout à fait dans ce cas d'usage où on va venir déployer les interfaces pour vos clients, mais aussi venir communiquer avec des applications qui peuvent être des applications chez vous, des applications externes. D'accord. Donc on est vraiment dans cette logique d'être au plus proche de vos métiers et au plus proche de vos clients. C'est le cas aussi pour vos directions support, entre guillemets, RH, juridique, la finance, etc., qui ont aussi besoin, ou qui ont aussi en tout cas des cas, des workflows qui potentiellement pourraient être aussi dématérialisés. Les demandes de congés, tous les processus de, par exemple, signature, enfin, validation et signature de demande d'achat, par exemple, de validation de devis, etc., qui peuvent être aussi inclus dans l'application. Et là, vous voyez que plutôt que d'aller chercher, plutôt que de déployer en tout cas un outil spécifique pour vous aider à gérer vos devis, on va pouvoir aussi le faire au travers de cette même solution. Je regarde s'il y a quelques questions au passage. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, je parlais d'interopérabilité. Je vais aller assez vite. Hein, j'en ai déjà parlé. C'est une solution qui s'appuie sur des API et qui va vous permettre de faciliter l'intégration et l'interconnexion plus exactement
avec votre système d'information et vos outils applicatifs. De la même manière, on dispose de bibliothèques de connecteurs applicatifs, Salesforce, SharePoint, etc., pour là aussi venir facilement communiquer avec vos outils internes. Et puis, l'objectif, hein, c'est encore une fois, et ça fait écho à ce que disait avec le Gardner tout à l'heure, c'est de faciliter l'accès à l'information, d'accord, parce que l'information est centralisée au sein d'un même système, d'accord, et quand je dis facilement accessible, c'est pas facile dans le sens sans contrôle, sans alerte. Quand je dis facile, c'est que techniquement parlant, grâce justement à ces bibliothèques de connecteurs applicatifs ou d'API, de facilement aller chercher l'information quand cela est possible d'un point de vue droit, j'entends notamment, et de contrôle, pour la mettre à disposition, je pense qu'on veut dire à la demande, en fonction de l'opérateur ou de l'acteur qui en a besoin. Donc ça, c'est aussi un point important quand on parle d'interopérabilité. Et l'interopérabilité n'empêche pas de la sécurité. C'est pas parce que, entre guillemets, on ouvre les vannes pour pouvoir aller chercher de l'information ou en tout cas faire circuler de l'information que pour autant il faut le faire dans une logique j'ai envie de dire, sans contrôle. Là aussi, on vous sécurise en matière de conformité, d'accord, avec les éléments que j'ai déjà cités tout à l'heure, notamment autour de la certification NF461. Évidemment de sécurité. C'est une solution hébergée chez nous, sur notre infrastructure, qui bénéficie des différents éléments que vous avez sur la colonne du milieu, que ce soit des certifications, des qualifications, des normes que l'on respecte aujourd'hui pour pouvoir finalement garantir cette sécurité de vos documents et de vos données. Et puis, la notion aussi de protection. Évidemment, le respect du RGPD, ça c'est maintenant quelque chose d'acquis. Mais je le disais aussi tout à l'heure, la possibilité de traiter des données de santé, puisque nous sommes hébergeurs de données de santé, mais également l'archivage électronique des documents du secteur public grâce à notre certification SIGA. Voilà. Je vous parle maintenant, je vais passer les bénéfices parce que j'en ai déjà cité quelques-uns. Je voudrais vous présenter un ou deux cas d'usage voilà, avec qui des acteurs avec qui on travaille. J'ai beaucoup parlé d'assurance parce que c'est aussi des cas que l'on rencontre souvent, mais il y en a d'autres. Là, je vous en donne un autre qui est celui de la GFIP. La GFIP, le besoin est assez clair. Il rentre en fait dans une logique aujourd'hui de dématérialisation et surtout de zéro papier. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de réduire dans la mesure du possible l'usage du papier dans tous les processus, dans toutes les actions, les opérations qui sont menées en interne et en externe par les acteurs, par les collaborateurs d'AGFIP. Et donc l'idée, hein, c'est de démarrer par finalement un processus clé chez eux qui est la demande de subvention et avec une problématique, ou en tout cas une caractéristique que l'on retrouve de plus en plus, c'est que ces demandes de subvention, elles parviennent à la GFIP sous différents canaux et dans différents formats. Il y a encore beaucoup de papier à traiter. Donc ça, il y a un enjeu autour du traitement du document papier. Elles parviennent de plus en plus au travers de mails hein, qui relaient des demandes avec des pièces jointes incluses par exemple dans les mails. Et puis de plus en plus, elles parviennent aussi par leur site internet et par les formulaires web que des prospects ou des clients remplissent en fait directement sur le net. Donc on a 3 canaux d'acquisition qui doivent tous être traités de la même manière finalement, hein, parce que ça reste une demande de subvention. Et donc un des premiers points importants de ce cas d'usage-là, c'est le fait d'acquérir l'ensemble de ces demandes au travers d'un seul et même canal. Donc là, c'est ce qu'on a proposé à la GFIP.
c'est d'abord de mettre en place une chaîne de numérisation et même de numérisation fidèle au sein de notre centre de production, centre de numérisation. Donc l'ensemble des documents, des demandes sont réceptionnés par notre centre, par nos équipes, d'accord. Les courriers sont ouverts, sont checkés pour vérifier qu'il n'y a pas d'agrafes, etc. Sur les documents, d'accord. Et ensuite sont mis dans nos chaînes de numérisation, dans le respect de la norme NF544 de numérisation fidèle. Et ensuite, ces flux sont délivrés dans les différentes boîtes aux lettres du case management, de manière à ce que ces demandes soient traitées par les bonnes équipes et par les bons opérateurs dans ces équipes. En parallèle de ça, il y a une capture des emails, d'accord, avec l'extraction des pièces jointes qui sont aussi vidéocodées, ces pièces jointes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le vidéocodage? C'est qu'on va ni plus ni moins qu'extraire le nom, le prénom, l'adresse, par exemple, de la personne, les différents éléments qui composent finalement cette demande, d'accord. Et là aussi, on va finalement reconstituer cette demande et ensuite l'injecter, entre guillemets, dans les différentes boîtes aux lettres des opérateurs qui doivent traiter cette demande. Même chose avec les flux qui proviennent du web. Alors là, c'est encore différent puisqu'on reçoit en fait de la part de la GFIP un document dans un format informatique, finalement. On a déjà les données brutes. Là, l'idée, c'est là aussi de reconstituer l'ensemble de la demande, qu'elle soit lisible par l'opérateur qui doit la traiter. Et là aussi, en fonction des caractéristiques de la demande, on va diffuser cette demande dans la bonne bannière, bannette, pardon, pas bannière, bannette de l'opérateur. Ça, c'est le premier point, c'est la capture multicanale de l'ensemble des flux qui parviennent. Le deuxième point, c'est l'automatisation de ces processus. D'accord. Donc, il se passe deux choses. D'un côté, l'ensemble des demandes de subventions sont archivées de manière probatoire dans le système d'archivage électronique de Digital Place. D'accord. Donc, on va véritablement injecter dans le moteur de SAE l'ensemble de ces documents et des données. C'est important de comprendre que une des différences aussi, pour ceux qui se posent la question, entre une GED et un outil type Digital Place by Tessie, c'est que Digital Place va traiter des documents et données, quelle que soit leur typologie, quel que soit leur format. Ce qui peut parfois être une limite de certaines GED qui se cantonnent, entre guillemets, à traiter des documents. Là, ici, vous voyez qu'on va réceptionner l'image de numérisation depuis le centre de production. On va pouvoir stocker l'email et la pièce jointe associée. On va archiver aussi les données qui parviennent du formulaire que le client a saisi. Et on va centraliser tout ça à la fois dans le système d'archivage électronique et donc dans le système de GED qui est inclus à l'intérieur, de manière à ce que cette demande elle puisse être retrouvée par n'importe qui y a accès, avec cette GED centralisée. Et de l'autre côté, au travers du case management, on va affecter les différentes demandes aux bons opérateurs. On va vérifier évidemment que l'opérateur peut traiter cette demande d'un point de vue disponibilité et d'un point de vue affectation de tâches. En cas de bannette, par exemple, surremplie, on va pouvoir de manière automatique, par exemple, réaffecter cette demande à un autre opérateur qui a un peu plus de disponibilité. L'opérateur est absent parce qu'il est en congé ou parce qu'il est en absence maladie. Là aussi, il y a des règles pour pouvoir réaffecter de manière automatique la demande. Et puis, on va aussi permettre aux opérateurs de vérifier la complétude de la demande. La complétude de la demande, c'est quoi? C'est vérifier que l'ensemble des documents qui constituent cette demande sont bien présents. Et permettre à l'opérateur de faire une demande complémentaire de documents en cas de manque de ce document. Le dernier point, c'est que l'ensemble de ces documents sont ensuite intégrés, ou en tout cas, j'ai envie de dire, injectés là aussi
dans les différents outils qui constituent le système d'information de la GFIP, en l'occurrence le CRM Microsoft, hein, de manière à ce que ces demandes soient suivies d'un point de vue un peu plus commercial depuis cet outil. Le tout profitant de l'hébergement en mode SaaS et donc des différentes certifications et agréments que je vous ai présentés il y a quelques instants. Je ne m'étends pas plus sur la partie chiffres clés et bénéfices, vous les avez sur la droite. Je pense que vous percevez aussi les avantages que AGFIP a pu retirer de la mise en place de cet outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à à peu près septembre-octobre 2021, on était sur un déploiement auprès de 2 ou 3 délégations régionales. Il y en a 14 en tout, plus le siège, le siège social. Là, depuis cette fin d'année dernière et début d'année, l'ensemble du périmètre est en cours de déploiement. Donc sur les 14 délégations que constitue l'AGFIP auprès des 9 directions et des 16 services qui sont présents au siège. Voilà pour le cas d'usage AGFIP. Il y en a d'autres dans le support et vous pourrez les consulter aussi au travers de ce support qui vous sera adressé. Je vous propose d'en terminer là et de se laisser quelques minutes pour avoir quelques questions. Si des choses ne sont pas claires sur le sujet, n'hésitez pas à intervenir, même à l'oral. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Si peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire. J'espère avoir été clair sur le sujet. Eh ben, je vous remercie, puisqu'on me dit que c'est très clair. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre attention, vous souhaiter une bonne journée. J'attends juste parce qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'écrire sur le chat. Donc, je vais éviter quand même de couper alors qu'on a des discussions en cours sur le chat. Évidemment, vous pourrez retrouver d'autres informations sur nos offres sur notre site internet tessi.eu. N'hésitez pas aussi à aller consulter notre blog dédié à la digitalisation qui s'appelle Tessi Insight. Vous pouvez taper blog Tessi, vous allez nous retrouver. Vous aurez d'autres cas d'usage, vous aurez des avis d'experts aussi sur le sujet. Et vous pourrez voir aussi ce qu'on est en mesure de proposer en matière d'archivage électronique. Comme je disais aussi en introduction, il y a d'autres websem que nous animons sur cette thématique-là, la semaine prochaine autour de l'archivage électronique, notamment. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pourrez retrouver toutes les informations là aussi sur notre site internet. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit à 11h54, à vous souhaiter également une bonne journée et puis un petit peu par anticipation aussi un bon week-end. Voilà. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.